applaudissements pour Lyon. Donc les traditionnels mais sincères remerciements à la section Lyon et plus largement la section Rhône-Alpes. Je suis un peu dans un esprit stand-up aujourd'hui, là je vous cache pas, j'ai le micro. On m'entend bien, ça va? Oui. Bon, ça grésille pas, ça casse pas les oreilles? Bon, avec la défection de Dieudonné, je vais devoir prendre la relève, donc on va faire un spectacle. D'ailleurs, je ne voulais pas en parler, je voulais atteindre les cimes de la réflexion géopolitique, de la pensée métaphysique, vous décrypter les cartes kabbalistiques de Brzezinski et de Kissinger, mais sachant que vous alliez me harceler de questions sur Dieudonné, j'ai décidé d'entamer cette conférence et cette démonstration par le Dieudo-Gate. Donc voilà, donc on va commencer, je prends le taureau par les cornes et je prends les devants parce que je sais, il n'y a que ça qui vous intéresse. Alors, plus précisément, je ne vais pas forcément déception pour vous, hein, on ne va pas rentrer dans les ragots, les potins, tout ce qui concerne Dieudonné, sa relation avec Alain, etc. Mais parce que révèle cette affaire, à mon sens, de la gestion de la communication à l'intention de l'opinion publique. Donc c'est un sujet qu'on a effleuré, qu'on a relativement développé dans le dernier C'est parti mon kiki, que j'imagine la plupart d'entre vous ont écouté. Et donc le sujet que je voulais aborder avec vous en entame de ce développement, c'est effectivement la question de la nouvelle opposition contrôlée en 2023 en France, qui est incarnée par des personnages qu'on retrouve à la manœuvre dans le Dieudo-Gate, à savoir évidemment Gilles-William Goldnadel, André Berkoff et Cyril Hanouna. Alors Gilles-William Goldnadel, parce que vous l'avez vu, c'est lui qui a donné le feu vert à Dieudonné. Cyril Hanouna, c'est lui qui a officialisé effectivement le retour potentiel dans les médias de Dieudonné. Et André Berkoff, parce que c'est celui qui donne son tampon en termes de débat public autour de la question et qui valide in fine, par l'entremise d'Elisabeth Lévy, on l'a vu sur Sud Radio, qui valide le potentiel retour et qui accepte les potentielles excuses de Dieudonné. Donc ce triumvirat, Goldnadel, Berkoff, Hanouna, je pense est à surveiller en tant que militant, sympathisant d'égalité et réconciliation, car ils composent effectivement la nouvelle opposition contrôlée politico-médiatique qui viennent frontalement rencontrer ce que représente égalité et réconciliation, son site de réinformation et plus largement ce que dégage Alain Soral en termes de contestation politique. On pourrait rentrer dans les détails par rapport à ces personnes-là. Déjà, je vous livre en exclusivité relative, puisque Xavier en a déjà parlé dans le dernier Kiki, que les portraits de Cyril Hanouna et d'André Berkoff sortiront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans Faits et Documents. Donc vous pourrez avoir vraiment tous les détails sur leur parcours, ce qui sera extrêmement révélateur. Le portrait de Gilles-William Goldnadel est déjà sorti il y a quelques années, mais voilà, ça fera une série autour de la nouvelle opposition contrôlée politico-médiatique. Et donc dans cette affaire du Dieudo-Gate, on voit bien que Gilles-William Goldnadel, lui, représente effectivement donc la maison mère directement, le Likoud d'Israël, vous le savez, mais on va dire les réseaux politiques de droite durs, quand Cyril Hanouna, lui, représente effectivement le culturel, l'animation, et Berkoff représente le côté un peu réinformation, nouveaux médias, journalisme, voilà, parce qu'on voit bien que tous les nouveaux dissidents au sens très large qui émergent dans la sphère politique française, de la nouvelle dissidence, passent chez André Berkoff. Voilà, ils sont validés, que ce soit de la nouvelle droite, les Papacito, les machins, vous les connaissez, ils sont tous passés là-bas. Et même la nouvelle gauche, j'ai envie de dire, comme les Juan Branco et compagnie, ils passent là-bas aussi. D'ailleurs, on les voit aussi chez Hanouna. Hein, donc on voit que ce jeu, soi-disant, avec les extrêmes, duquel nous sommes exclus, mais dont on s'est exclus nous-mêmes, évidemment, est vraiment en train de se mettre en place. Donc c'était intéressant de constater ça, avec chaque public différent en fonction de chaque personne, puisqu'on voit bien que Cyril Hanouna, lui, s'adresse aux beaufs, quand André Berkoff et Sud Radio s'adressent aux nouvelles élites un peu culturelles et de la pensée dissidente. Derrière Goldnadel, vous le savez évidemment, c'est la maison mère, c'est Israël. Derrière Cyril Hanouna, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est Bolloré et Macron.
Donc ça, c'est quelque chose que vous apprendrez en lisant notamment le portrait de Fès Document qui lui est consacré. Mais c'est vraiment ces puissances économiques, j'ai envie de dire, qui sont derrière un personnage comme Cyril Hanouna, qui gère donc effectivement la question du showbiz, la question du spectacle. Voilà. Avec en toile de fond une question dont on parlera peut-être plus tard, qui est la question du Cameroun par rapport à Dieudonné, puisque Bolloré, c'est l'Afrique. Bolloré, c'est précisément le Cameroun. Dieudonné possède des parts sur le littoral camerounais qui intéressent beaucoup de gens, notamment les Chinois, mais qui intéressent aussi évidemment, qui rentrent en conflit potentiel avec la mainmise de Bolloré en Afrique et au Cameroun. Donc ça, il faut connaître les liens entre la famille Bolloré et les monarques camerounais que sont les Biya, hein, Paul Biya, le président camerounais. Donc voilà, il y a tous ces enjeux en toile de fond. Un autre élément par rapport à André Berkoff et par rapport au Dieudo Gate, c'est la personne de Francis Lalanne. Francis Lalanne, qui est à la manœuvre, qui est l'intermédiaire dans cette affaire Dieudonné, qui lui fait partie effectivement de ces nouveaux réseaux soi-disant dissidents, qui est donc très lié, Francis Lalanne, à André Berkoff, qui est très lié à un journal comme France Soir, qui, à mon sens, que vous connaissez tous, parce qu'il s'est positionné pendant le Covid, effectivement, comme l'un de ces médias de réinformation qui vient faire concurrence à ER et qui, à mon sens, joue un rôle assez trouble et assez louche que je pense intégrer dans cette nouvelle logique d'opposition contrôlée qu'il faut absolument que nous surveillions, que nous gardions à l'œil tous ensemble. Donc là, je vous invite à vous interroger sur la personne de Xavier Azalbert, qui est le président de France Soir, et ses liens avec le pouvoir, ses liens potentiels avec le pouvoir. Avec Xavier, on pense effectivement que Francis Lalanne, on peut en rigoler ici, mais Francis Lalanne était potentiellement propulsé en sous-main par la Macronie pour venir incarner la contestation, parce qu'on l'a vu qu'il s'est manifesté pendant les Gilets jaunes, pour devenir un des porte-parole des Gilets jaunes, et encore plus, a fortiori, lors de la contestation contre le Covid. Donc c'était un peu devenu une figure de proue, une égérie des anti-vax. Et donc Francis Lalanne veut jouer un peu ce rôle d'opposant politique sous contrôle. Et donc son rôle se confirme dans cette affaire Dieudonné. Donc très intéressant, et puis très intéressant de constater effectivement les enjeux, les toiles de fond. Donc on verra ce qu'il adviendra de l'affaire Dieudonné. Je ne veux pas trop m'avancer. On en reparlera certainement entre nous dans les questions-réponses. Mais vous voyez, tous ces personnages et toute cette galaxie qui se dessine devant nous. D'autres détails, je vous ai parlé de Cyril Hanouna et de ses liens avec la famille Bolloré, mais il est en lien direct avec la Macronie. C'est pour ça que je vous dis, il fait le lien dans les puissances économiques rothschildiennes et Bolloré, parce que, par exemple, Cyril Hanouna est assez proche, voire très proche de Brigitte Macron, par message, en tout cas, il communique régulièrement, et de Marlène Schiappa. Donc Marlène Schiappa, qui est un rouage essentiel de la Macronie, quoi qu'on en pense, et qui, je vous le rappelle, ne fait plus partie du secrétariat de défense de l'égalité homme-femme ou je ne sais pas quoi. Maintenant, elle est au ministère de l'Intérieur, adjointe de Gérald Darmanin. Donc on est quand même au niveau elle est positionnée dans ce qu'on considère de plus dur, hein, au niveau de la répression. Donc quelque chose à surveiller, voilà, encore une fois, en toile de fond. Marlène Schiappa, pour la petite histoire, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui est une Young Global Leader du Forum de Davos. Hein, il n'y en a pas 50 en France, j'aime bien le rappeler en conférence. Voilà. En France, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Marlène Schiappa, voilà, c'est Non, Édouard Philippe, il est de la French American Foundation, mais il n'est pas du Davos. Olivier Véran n'est pas de Davos non plus, je crois que c'est la French American aussi. Il n'y en a pas énormément, hein, mais je vous ai donné les plus importants. Voilà, donc surveillez tout ce qui est en train de se mettre en place et de se sanctuariser. Sur André Berkoff, pour terminer, après on va passer à autre chose, sur André Berkoff, les gens ne connaissent pas ses rapports, ses liens avec le pouvoir profond incarné par Jacques Attali. André Berkoff, ces dernières années, est devenu une figure des droitards,
qui est un peu positionné sur une ligne Zemmouro néoconservatrice, de la liberté d'expression, etc. Si vous vous intéressez, et donc je vous encourage dans les quelques semaines, les quelques mois qui arrivent à vous procurer les numéros de Faits et Documents qui lui seront consacrés, si vous vous intéressez à son parcours, vous découvrirez qu'il a toujours été en lien de manière non pas politique, mais de manière opportuniste avec les réseaux de pouvoir, et notamment avec Jacques Attali. Alors là, je vous renvoie par exemple aux plus anciens d'entre vous qui connaissent peut-être l'affaire Caton. Et un livre sous pseudo défraie la chronique en France en 1983 parce qu'il émènerait d'un représentant politique de droite qui cracherait dans cet ouvrage sur tous ces contemporains de droite, et sur tout le milieu politique français de droite. Et donc il y a un mystère autour de l'auteur. Ce livre crée la polémique. Qui raconte quoi à droite? Pourquoi il balance? La gauche est toute contente de cette affaire, etc., etc. Je vous passe les détails. Qui se cachait sous pseudo, derrière ce pseudo donc, de Caton dans cette affaire? C'était André Berkoff. André Berkoff qui avait rédigé cet ouvrage, il y en avait deux ouvrages d'ailleurs, quand je vais vous donner les titres vous allez rigoler, deux ouvrages qui avaient rédigé ces ouvrages sur demande de Jacques Attali, validés par François Mitterrand, avec l'aide de François Hollande. François Hollande qui était un stagiaire de Jacques Attali à cette époque. Et donc, si vous voulez, c'était les liens entre Jacques Attali, donc ce qui représentait déjà en termes de pouvoir profond, institutionnel et économique, bancaire, et de vision du monde, avec quelqu'un qui représente le culturel, le médiatique, le journalistique comme André Berkoff, était déjà très profond, très imbriqué. Et ils avaient mis en place cette opération, et c'est pas la première fois. Et en fait, Jacques Attali et André Berkoff sont restés en lien pendant des années, mais ça c'est l'opération, si vous voulez, la plus emblématique. Et donc l'opération Caton avait créé effectivement un gros remous à l'époque, et c'était une opération politique. Et pour la petite histoire, André Berkoff, qui était déjà connu, envoyait François Hollande, qui lui n'était pas connu, sur les plateaux, non pas de télé mais de radio, pour incarner l'auteur sous pseudo à sa place, quoi. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Voilà, c'était une petite opération machiavélique de l'époque. Et fun fact, comme on dit en anglais, quels étaient les titres de ces ouvrages soi-disant de droite qui en fait servaient la politique de gauche néolibérale qui se mettait en place, puisqu'on est au moment du tournant de la rigueur en France, etc. Renaissance et Reconquête. Donc, quand on veut s'amuser et qu'on a un peu de perspective politique, on comprend que Jacques Attali à la manœuvre déjà dans les années 80 avec François Hollande, avec André Berkoff, et on va dire avec une vision pré-macronienne des choses, avait déjà des termes et des concepts qui finalement ont émergé ces dernières années autour de certaines personnes comme Macron et Éric Zemmour. Donc voilà, ce qui tendrait peut-être à confirmer que la Zemmourie n'est pas si éloignée que ça de la Macronie, selon certaines hypothèses qui demandent à être éclairées, donc sur les liens entre par exemple Alexis Kohler et la femme de Zemmour, là, et Sarah Knafo. Voilà, donc des choses qui restent à creuser, mais qui, je pense, sont intéressantes d'avoir en tête et, encore une fois, assez utiles pour les semaines et les mois qui viennent en France, parce que, voilà, au cœur de cette affaire Dieudonné, il y a tous ces enjeux-là qui sortent. Donc voilà, j'ai dessiné devant vous très rapidement, j'ai esquissé devant vous un trio, une galaxie qui, à mon sens, vient concurrencer et veut concurrencer, voire j'ai envie de dire destituer Égalité et Réconciliation de sa place de leader de la réinformation authentique et indépendante française, et sur le terrain soi-disant de droite et de gauche. Et donc voilà, ne nous leurrons pas et sachons qui sont véritablement nos ennemis, et restons sur nos gardes. Tout ça pour vous dire que le jeu est bien verrouillé, il est bien quadrillé, il est bien encadré, il est bien chapeauté en France par les réseaux macrono-israéliens, ce qu'on appelle le système en fait, et qu'avec la possible défection de Dieudonné, effectivement, du terrain politique dur, j'ai envie de dire, Dieudonné ne va pas disparaître, il va peut-être continuer même à faire des spectacles et à faire rire les gens, mais sa défection du terrain politique dur
fait ou fera potentiellement qu'égalité et réconciliation, moi, vous, Alain Soral évidemment, seront peut-être les derniers, et ça sera peut-être officiel en France en 2023, seront peut-être les derniers résistants authentiques sur la question que vous connaissez bien, ce qui explique peut-être les choses dures qui nous arrivent en coulisses et dont je ne peux pas vous parler ici, dont Alain a un tout petit peu parlé dans le dernier C'est parti mon kiki, mais voilà, je peux vous dire que ça se radicalise. Voilà, ça se radicalise et l'offensive se radicalise contre nous, encore une fois, en coulisses. Ce qui est logique. Ce qui est logique, ce qui a toujours été logique, j'ai envie de dire, vu nos positions, mais ce qui est logique parce que dans la période actuelle, plus que jamais, le système est obligé de se cadenasser à triple tour, parce que nous sommes dans une période de crise aggravée au niveau économique, social, démocratique, institutionnel, et c'est là la nouveauté, entre guillemets, et géopolitique. Et donc là, on a vraiment un cocktail assez grave qui fait que la Macronie, le système, marche sur des œufs. Mais si vous voulez, si je voulais filer la métaphore, la Macronie marche sur des œufs avec des bottes de cuir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. La Macronie, je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes conférences, la Macronie va être obligée, elle est obligée pour se survivre, c'est une sorte de fuite en avant, de se radicaliser, de s'absolutiser. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme je le dis, c'est le monarque qui est obligé de devenir un président absolu pour rester en poste, vu le contexte. Donc la Macronie, voilà, marche sur des œufs, mais avec des talons à semelles compensées, enfin des bottes de cuir à talons compensés, et elle est prête à effectivement tout écraser sur son passage parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Donc on a un système quasiment tout puissant, au sens totalitaire, mais qui pour se survivre va être obligé de prendre de plus en plus de risques et de mesures relativement brutales ou perverses. Alors j'ai déjà expliqué dans mes précédentes conférences ce qu'était pour moi la Macronie profondément, je peux vous le redire très 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 brièvement. La Macronie, à mon sens, repose sur deux ressorts principaux qui sont la cooptation, on va dire la corruption, et non, le séparatisme, pardon. Voilà, deux ressorts principaux qui sont le séparatisme alors le séparatisme, c'est-à-dire la capacité à cliver, la volonté même, j'ai envie de dire consubstantielle, de cliver. Ça, on l'a vu typiquement avec les Gilets jaunes, on clive au niveau social, mais on l'a vu avec la question du Covid, évidemment, on clive la citoyenneté sur la question Big Pharma, on va dire, sur la question administrativo-sanitaire, et c'est ce que représente réellement la Macronie profondément, quand on veut bien comprendre ce qu'est sa vision du monde et ce qu'est le néolibéralisme. Là, je vous encourage à lire les ouvrages de Jean-Claude Michéa pour ceux qui s'intéressent à cette question d'un point de vue philosophique. Moi, j'aime bien utiliser cette expression. Le néolibéralisme trace une ligne entre les élus et les exclus. Emmanuel Macron, c'est exactement sa vision du monde. Il y a les élus, pas au sens du peuple élu, quoique, mais il y a les élus, c'est-à-dire les winners. La question sociale, de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, et il y a les losers, voilà, et ça c'est les gilets jaunes, c'est ceux qui veulent, c'est les anti-vax, c'est les anti-SEM, c'est ceux qui sont pas écolos, c'est les pollueurs, voilà, ça sera, bon, vous savez, tout ça, quoi. Et donc ce séparatisme, cette capacité de cliver est fondamentale et intrinsèque à la Macronie pour moi. Donc ça c'est le premier ressort de la Macronie. Deuxième ressort de la Macronie, la capacité à faire bloc, qui passe effectivement par la corruption et la cooptation dont j'ai parlé tout à l'heure. La capacité à faire bloc, c'est complémentaire, c'est-à-dire d'un côté on clive, mais de l'autre on se sanctuarise. C'est-à-dire que la Macronie effectivement elle trace une ligne très ferme et elle se renferme sur elle-même. Et elle a une capacité à se renfermer sur elle-même, à se sanctuariser, qui à mon sens est sans égale, puisqu'elle est l'aboutissement d'un mouvement qui a commencé en France techniquement, précisément, je dirais à partir de 2007 avec Sarkozy, et qui représente pour moi une caste, voilà, la volonté de se créer en tant que caste élitaire, voilà, qui ne fait que se renforcer depuis 2007. Et à mon sens, donc, la Macronie fonctionne sur ces deux ressorts et fonctionne par deux moyens ou deux méthodes complémentaires qui sont, un, le passage en force. Donc ça, c'est le 49.3.
Le passage en force, c'est la fin du dialogue social. C'est-à-dire que ça avait déjà commencé sous Sarkozy, après sous Hollande évidemment, et là sous Macron, c'est avéré. Il n'y a plus de dialogue social en France. Avec les syndicats, avec les gilets jaunes, c'était ça le fond du problème. Cette crise de la démocratie et des institutions fait que finalement, cette caste élitaire capitalistique, néo-capitalistique dont je vous parle, n'a plus besoin de dialoguer avec les représentants de la question sociale française. Parce qu'elle passe en force. Et deuxième moyen pour passer, la corruption. Dans tous les cas, ça passera parce qu'au pire, elle arrose. Et ça, on l'a vu, pareil, avec les gilets jaunes, ça sera je vous donnerai 100 balles et un mars. Et puis, pendant le Covid, c'était les restaurateurs, vous allez manifester, vous allez fermer, machin. Non. Et puis, ils ont arrosé. Et puis, je suis désolé, la Macronie, elle a arrosé et ça a fonctionné. Pendant la crise du Covid, elle a arrosé les restaurateurs, elle a arrosé les chauffeurs de taxi et ça a marché. Et les petits patrons qui devaient se rebeller ne se sont pas rebellés. Donc ça fonctionne et la Macronie a raison d'y croire. Donc ça c'était pour des rappels sur ma définition de la Macronie qui est toujours intéressante de garder en tête. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous dans cette conférence, à mon sens, puisque finalement, je prolonge mes conférences de Paris et de Marseille pour ceux qui les ont écoutées et vues, c'est-à-dire ce cycle de conférences sur l'actualité que j'avais débuté déjà au Festival de la Réconciliation, le second, pour ceux qui y étaient ou ceux qui ont vu la vidéo avec la conférence optimiste. Voilà, c'est une sorte de chronique de la politique française et internationale. C'est un exercice auquel je me livre et je vous fais participer. Je vous délivre dans ces conférences une grille de lecture qui est un peu originale, mais j'espère qu'elle fait réfléchir et qu'elle a le mérite d'exister. Et donc, par rapport à ce que j'expliquais dans ma dernière conférence officielle, celle qui est sortie, celle de Marseille, je posais la question, la question simple, qu'est-ce qui pourrait venir bousculer les choses en France? Et je donnais une réponse. Cette réponse, c'était, à mon sens, cette réponse passe par 3 pressions, une triple pression. Une réponse, c'est une triple pression. Pression donc consubstantielle, complémentaire, c'est la pression sociale, la pression institutionnelle et la pression internationale. Après avoir réfléchi à cette question à mon niveau longuement, je pense qu'il n'y aura que la conjonction de ces 3 pressions qui fera que les choses bougeront fortement en France au niveau du pouvoir. Concrètement, la Macronie dégagera quand on aura une conjonction assez forte et temporelle, bien sûr, de ces 3 pressions, sociale, institutionnelle, internationale. Alors qu'est-ce que j'entends par la question sociale? Ça me paraît évident, c'est la question, c'est la question de la contestation populaire dont les Gilets jaunes, encore une fois, ont été la figure emblématique. En 2023, si on veut actualiser, c'est la question de l'inflation. En 2023, c'est la question de l'énergie, c'est la question de l'hiver qu'on est en train de passer. Et plus précisément, là, en ce début d'année, c'est la question de la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça va donner? Que vont donner les manifestations liées à la réforme des retraites? Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir par rapport à ça? Est-ce que ça peut être le début de quelque chose? Est-ce que ça peut être une mobilisation? Est-ce qu'il va y avoir des figures qui vont émerger, prendre la tête d'un mouvement? Est-ce qu'on va passer à un niveau supérieur ou est-ce qu'on va rester dans ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes deuxième époque, parce que première époque, ça a duré quelques jours, on va dire. Et c'est là la question de la nouvelle opposition contrôlée. C'est là la question du rôle de gens comme, par exemple, en ce moment, avec Fait Document, on travaille aussi sur le portrait de François Ruffin. C'est la question de Mélenchon, c'est la question de Clémentine Autain, c'est la question de Juan Branco, c'est toutes ces questions-là. Et c'est la question dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette nouvelle opposition contrôlée en termes politiques et en termes médiatiques, avec Berkoff, avec Hanouna, etc. Donc ça, c'est la question sociale. Donc on pourra faire un point là-dessus si vous voulez tout à l'heure. On parlera peut-être de la réforme des retraites, je voulais le faire, mais je pense que c'est mieux d'en parler dans les questions-réponses. La question de l'hiver, on pensait tous que finalement on allait tous crever la dalle et se cailler les miches cet hiver. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un projet ARP, mais il s'avère que, là il fait un peu froid ces derniers jours, mais il s'avère que l'hiver est assez chaud cette année en Europe.
sauf en Russie. Hein. Pour ceux qui regardent les cartes, c'est un peu bon, il y a un truc bizarre. Mais bon, on va peut-être, la Macronie va peut-être y échapper aussi de ce point de vue-là. Donc la question sociale en suspens par rapport à toutes ces questions. La question institutionnelle liée à la question internationale et à la question sociale. La question institutionnelle, je l'ai déjà développée, la pression institutionnelle, je l'ai déjà développée aussi dans mes précédentes conférences, c'est-à-dire, ça passe par le Parlement, mais ça passe aussi par le Sénat, ça passe par les représentants, les caciques de la Ve République qui sont là depuis des années. À partir du moment où la question sociale, la contestation populaire se fera de plus en plus forte et de plus en plus chaude, à partir du moment où la question internationale sera peut-être de plus en plus difficile à gérer pour eux, la crise géopolitique, est-ce que ces gens-là ne vont pas, et en plus comme la Macronie ne fait que passer en force et les humilier, hein, parce que c'est quand même, il y a comme cette lutte avec par exemple avec les parlementaires, mais même avec les sénateurs, avec les représentants de certains fromages républicains comme le CESE dont j'ai déjà parlé, il y a beaucoup de mécontents, de petits mécontents, on va dire administratifs. On l'a vu avec le corps des diplomates, par exemple, que Macron a effacé. Voilà, il y a tout un tas de petits segments comme ça qui souffrent du passage en force de la Macronie et qui pourraient non pas se rebeller et devenir des révolutionnaires, mais venir appuyer une certaine puissance, une certaine force, une certaine revendication à un moment pour faire tomber la Macronie ou faire chier le pouvoir en place, parce que pour eux, ça deviendra aussi potentiellement compliqué à gérer, parce que c'est des gens qui sont quand même plus proches entre guillemets, du peuple que le haut de la pyramide. Et la question, donc ça c'est la pression sociale, pression institutionnelle, et donc la pression internationale, c'est la grande question du moment, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, et c'est la question géopolitique, c'est la question de la Russie, c'est la question de ce qui est en train de se passer. Donc là, si vous le voulez bien, et si vous m'accompagnez toujours dans cette conférence, on va faire une petite mise à jour de mes analyses sur la question internationale. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire un rapide rappel de ma vision des choses au niveau international. Encore une fois, c'est une grille de lecture un peu originale. C'est-à-dire que pour moi, 3 grands réseaux sont à l'œuvre à l'international. Le réseau russe poutinien, le réseau que je vais appeler davosien, qui représente donc le forum de Davos ou la puissance rothschildienne, si on veut, voilà, si on est un peu plus conspi au niveau de la rhétorique. Et ça, je suis l'un des seuls à le développer relativement, c'est la puissance traditionnelle américaine, qui pour moi sont incarnés par les réseaux trumpiens, donc sans parler forcément des élections, c'est truqué, c'est pas truqué, qui est au pouvoir, tout ça. Je pense que la puissance profonde américaine, qui n'est pas l'État profond, parce que l'État profond, ça serait plutôt le réseau Davos-Rothschild dont je vous ai parlé, la puissance profonde américaine et ces réseaux existent encore et sont encore à l'œuvre, à la manœuvre, et plus qu'on ne le croit, et notamment dans ce qui se passe en Europe. Donc voilà, ça c'est l'un de mes apports, hein, je résume, je schématise. Et dans mes conférences précédentes, j'ai développé une hypothèse qui était l'hypothèse de la mutation des politiques de défense et énergétique de l'Union européenne autour de 2 axes principaux en opposition, incarnés en Europe de l'Ouest par la France d'Emmanuel, Jupiter, Mozart, Napoléon, Dieu, Macron, et de l'autre côté la Pologne. Et de l'autre côté, la Pologne, et ça je pense que c'est voilà, c'est un de mes apports relatifs, hein, que je n'invente pas. Hein. Et donc voilà, il y a 2 axes en opposition pour moi en termes de défense et en termes énergétiques qui sont en train vraiment de se marquer pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Ça se passe autour de la France et de la Pologne. Alors si vous m'avez bien suivi, la France qui elle est plutôt reliée au réseau Davos, alors que la Pologne, à mon sens, est reliée au réseau trumpien. Je vais schématiser, hein, les réseaux de l'Amérique géopolitique profonde. Avec comme trésor, j'ai envie de dire, disputé entre ces 2 axes et ces 2 réseaux, l'Allemagne. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voir l'Allemagne partagée entre les 3 réseaux, puisqu'il y a la question de la Russie aussi derrière. Et donc, figurez-vous que pour les gens qui me suivent, qui ont écouté et visionné mes 2 dernières conférences, celle de Paris et celle de Marseille, je vous rebattais les oreilles du traité du Quirinal. Alors, je vais le redire pour ceux qui ne le savent pas, le traité du Quirinal est un traité qui a été ratifié le 26 novembre 2021 entre la France d'Emmanuel, Jupiter, etc., et l'Italie,
de Mario Draghi à l'époque. Mario Draghi, qui lui n'est pas un Young Global Leader de Davos, mais qui est un ancien banquier de Goldman Sachs, Bilderberg, enfin voilà, qui fait partie de cette mouvance aussi. Donc on était vraiment dans ce partenariat-là. Et j'ai considéré donc dans mes précédentes conférences que cette signature de ce traité du Quirinal de 2021 était un acte emblématique et très important par rapport à ce que j'explique, parce qu'à mon sens, il redéfinissait l'architecture de défense européenne. Et la France, actant la défection des États-Unis, enfin de la puissance otanesque, c'est-à-dire des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et l'hésitation, on va dire, de l'Allemagne, cherchait tout azimut à se trouver de nouveaux alliés pour fonder effectivement un nouveau pôle. Voilà, un nouveau pôle en Europe de l'Ouest. Et elle s'est tournée dans un premier temps vers l'Italie de Mario Draghi. Et donc, le traité du Quirinal, c'était pour moi un événement. Et bien, figurez-vous qu'Emmanuel Macron va tellement vite qu'il a déjà quasiment annulé le traité du Quirinal, notamment à cause ou grâce à l'élection de Giorgia Meloni en Italie, qui finalement, on pensait que ça n'avait rien changé, que voilà, c'est les trucs de la petite politique italienne. En fait, ça a changé beaucoup de choses, parce que Emmanuel Macron a abandonné officieusement le traité du Quirinal et vient de signer un nouveau traité ces dernières semaines avec l'Espagne. C'est le traité de Barcelone. Voilà, le traité de Barcelone qui a été signé, bon, j'ai plus la date, mais en fait, pour vous expliquer à quel point c'est important, c'est-à-dire que pendant les contestations sociales contre la réforme des retraites, même si c'était des syndicats qui font des barbecues dans la rue, parce qu'on est au tout début, hein, n'est-ce pas, pendant ces manifestations contre la réforme des retraites, où était Emmanuel Macron ? Il était en Espagne en train de signer ce traité. Donc c'est pour vous dire, et quelques jours après, il était en Allemagne, il rencontrait Olaf Scholz. Donc c'est pour vous dire que la réforme des retraites, il n'en a rien à foutre. La contestation sociale, il n'en a rien à foutre. Il délègue ça à ses subalternes. Et lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la politique internationale, au sens la consolidation, ce pourquoi il a été mis en place, la consolidation de la forme davosienne de l'Union européenne, je vais le dire comme ça, encore une fois, pour schématiser. Et donc, croyez bien, petit aparté, que la réforme des retraites, elle passera, hein, parce qu'il n'en a rien à carrer. Donc, c'est pas quelque chose qui le préoccupe. Il ne s'est pas dit, oulala, les gens ne sont pas contents. Ça passera, passage en force, ça passera. Et donc, lui, il est complètement sur d'autres questions. Alors que le traité du Quirinal, je vous le dis, était un acte majeur, parce que dans l'histoire de France, on va dire récente, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que 2 traités similaires au traité de Barcelone dont je viens de vous parler. C'était un traité avec l'Allemagne, Francfort ou je ne sais plus quoi, de 1963, et un seul autre traité qui était le traité du Quirinal avec l'Italie en 2021. Donc c'est quelque chose de très rare au niveau diplomatique qui arrive tous les 50 ans et qui donc vient de se reproduire en 2023, donc 2 ans après. Donc on est quand même il y a quand même cette notion d'urgence avec le traité de Barcelone, donc ce nouveau traité entre la France et l'Espagne. Donc c'est un traité d'amitié et de coopération, donc signé avec l'Espagne. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. De Pedro Sanchez. Pour ceux qui savent, voilà, c'est le numéro 1 du gouvernement. C'est pas le président, parce que là-bas, il y a le roi Felipe IV, je crois. Et c'est le chef du gouvernement, quoi, Pedro Sanchez. Donc c'est un socialiste. C'est pas un Young Global Leader du Forum de Davos. C'est juste un européiste qui a une formation économiste et qui, qu'est-ce que j'ai noté, il a pris le pouvoir en Espagne en 2018 parce que à la faveur d'un contexte de corruption généralisée, il y avait beaucoup de polémiques. Lui, il est arrivé avec une image assez lisse, et voilà, il a réussi à prendre le pouvoir en 2018 en Espagne, sans faire trop de vagues. D'ailleurs, 2018, c'était un moment justement où il y avait des basculements en Europe. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement... C'est à partir de ce moment-là que le Brexit est rentré en vigueur. Le Brexit date de 2016, mais c'est à partir de 2018 qu'il est rentré en vigueur. C'est en 2018, donc cette année-là, que l'Italie basculait vers Salvini.
et le mouvement 5 étoiles. Donc il y avait quand même une dynamique, on va dire, populiste, et lui, en Espagne, il est venu contrecarrer cette dynamique avec la menace Podemos, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant de constater ces petits mouvements et de les mettre en perspective. Tout ça pour dire, donc ce traité entre la France et l'Espagne, ce partenariat met en jeu deux choses principales qui sont un hydrogénoduc, ça s'appelle comme ça, un hydrogénoduc vert, écolo, qui relie Barcelone à Marseille et qui s'appelle le Barmar, Barcelone-Marseille, et qui a un nouveau nom depuis peu, c'est pour la précision, l'exactitude, comme on a les ouvrages de M. Florisson là-bas. Son nouveau nom, son autre nom, c'est le H2Med. Donc cet hydrogénoduc vert qui relie Barcelone et Marseille, qui met aussi en lien le Portugal, et quelque chose de central dans ce traité de coopération qui se met en place entre la France et l'Espagne. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, au cœur de leur déclaration, parce que j'ai dû lire leur déclaration, c'est une volonté affirmée, affichée, d'empêcher la fuite des industries européennes vers les États-Unis. En période de crise, en période d'inflation, parce que ça c'est ce que demande Emmanuel Macron, via les subventions de l'Union européenne. Donc ça veut dire, si vous voulez, ça confirme, ça m'amène à plusieurs réflexions et à plusieurs états des lieux, si vous voulez, c'est que ça confirme que l'objectif d'Emmanuel Macron est bien de sauver la vision supranationale de l'Union européenne. Parce qu'il y a des visions qui s'opposent de l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas la même vision de ce que doit être la structure de l'Union européenne. Les Allemands ont une vision beaucoup plus fédéraliste. Les Français, encore a fortiori beaucoup plus Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est porteur, lui, d'une vision supranationale, oligarchique, on va dire, de l'Union européenne. Et donc, avec ce traité de Barcelone, il confirme cette volonté d'un État-providence, d'un supra-État-providence européen qui viendrait sauver l'économie et l'industrie européenne en péril et en concurrence avec les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par exemple, pour finir cette digression, les États du nord de l'Union européenne ont une autre vision. Ils n'ont pas une vision de l'État-providence par rapport à l'Union européenne. Ils ont une vision beaucoup plus libérale des choses. Ils ne sont pas sur l'austérité budgétaire globale. Ils ne sont pas sur cette question-là. En fait, pour eux, chaque pays doit un peu se débrouiller parce que c'est ça, c'est la vision libérale. Donc, il faut quand même nuancer toutes ces questions. Parmi les états de fait que ce nouveau traité donc, de Barcelone me laisse envisager, je citerai aussi le fait qu'il y a quand même quelque chose. C'est que si Emmanuel Macron se tourne vers l'Espagne, c'est par dépit. C'est-à-dire que l'Espagne est un choix par défaut, puisque le premier choix d'Emmanuel Macron était l'Italie. Alors l'Espagne, c'est un débouché intéressant, c'est vrai, pour le Maghreb, pour la Méditerranée, pour l'Afrique et pour l'Amérique latine. Mais l'Espagne ne veut plus même, j'ai envie de dire, être une puissance internationale. La politique internationale, ça passe en second en Espagne. On n'est plus du tout sur ces questions-là. Donc je pense que c'est quand même un petit caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron et qu'il est un peu déçu de cette issue. Dans le traité du Quirinal avec l'Italie, il était prévu que des contingents militaires italiens viennent prêter main forte aux forces militaires françaises en Afrique, au Mali précisément. Et donc là, avec l'Espagne, ça tombe un peu à l'eau, cette question. Donc voilà, quand même avoir ça en tête. Autre constat, l'élection, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection de Giorgia Meloni a bien finalement changé quelque chose. Finalement, on passe de Mario Draghi, qui était donc un banquier international, et avec Giorgia Meloni, sans parler d'elle forcément, on voit que c'est le retour des réseaux de Berlusconi. Et Berlusconi, quoi qu'on en pense, c'est quelqu'un de retors et d'appliqué qui joue à l'international un subtil équilibre, un jeu subtil d'équilibriste entre la Russie de Vladimir Poutine et les réseaux trumpiens, et les États-Unis de Donald Trump. Et qui, à mon sens, même tend plus vers les États-Unis de Donald Trump que vers la Russie, malgré les apparences.
On en reparlera peut-être. Autre constat par rapport à ce traité de Barcelone, on comprend quand on le lit et quand on comprend ce qui est en train de se jouer, que l'ambition d'Emmanuel Macron est de séduire l'Allemagne grâce à ce nouveau partenariat. Ça, c'est l'un des objectifs qui tend à confirmer mes hypothèses sur cette question européenne. Puisque, en termes énergétiques, comme vous le savez, l'Allemagne est dans une période difficile, avec le sabotage des Nord Stream notamment. L'Allemagne s'était déjà manifestée en tant que puissance intéressée par les exportations de gaz et d'électricité de l'Espagne. Avec ce traité signé entre la France et l'Espagne, Emmanuel Macron peut quand même peser dans les débats et dans la balance et dans la négociation, j'ai envie de dire, à l'intention de l'Allemagne. Donc ça va être quelque chose à surveiller, d'autant plus que l'Espagne vise à être une référence au niveau des énergies renouvelables pour les années à venir. Et l'Allemagne, quoi qu'on pense d'Olaf Scholz, est obligé tend vers les énergies renouvelables parce que Olaf Scholz a été élu à la faveur d'une coalition avec les écolos. Je ne sais pas ce qu'il en pense lui personnellement sur la question énergétique, mais on est toujours dans cette tendance. Donc ça rentrerait dans ce narratif, si vous voulez. Donc il y aura quelque chose qui va peser dans la balance, sachant que la France, quoi qu'on en pense aussi, est une puissance nucléaire. Et l'un des grands défis d'Emmanuel Macron dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, c'est de réussir à faire passer, labelliser, j'ai envie de dire, le nucléaire comme une puissance verte. C'est en jeu, c'est en débat, et peut-être qu'il y arrivera, et à partir de ce moment-là, il pourra encore plus peser dans les débats, à l'heure actuelle, selon le narratif officiel. Et donc la France et l'Espagne pourront être ces puissances vertes qui pourront effectivement nourrir une Allemagne aux abois et peser dans la balance, potentiellement. Autre réflexion que ce traité de Barcelone m'inspire, c'est que le projet de fonds que j'exposais dans mes précédentes conférences d'Europe de la défense, finalement, a du plomb dans l'aile, puisque la déclaration commune entre la France et l'Espagne plaide plutôt pour un retour de l'OTAN. Alors qu'il y a quelques années, et notamment avec le traité du Quirinal, il était plutôt question de remplacer l'OTAN en tant que puissance de défense européenne indépendante. Là, on a l'impression que, selon le contexte, effectivement, ça serait bien de réaffirmer la puissance de l'OTAN et de faire en sorte qu'elle revienne nous sécuriser. Donc il y a tout ça à mettre en perspective. D'autant plus que, dans le même temps, l'Italie... Donc là, voilà, je vous ai schématisé ce qui se passe en Europe de l'Ouest, mais dans le même temps, exactement dans le même temps, dans la même séquence, l'Italie, elle, s'est rapprochée de la Pologne. L'Italie a fait une déclaration avec la Pologne, une déclaration hostile à l'égard du projet européen supranational dont je suis en train de vous parler. La Pologne qui mène, ce que j'expliquais dans ma conférence de Marseille, qui mène le groupe de l'Intermarium. Le groupe de l'Intermarium, qui est donc un groupe interne à l'Union européenne qui est en train de se créer autour de la Pologne, sous directive et supervision américaine, et qui est en train de devenir de plus en plus indépendante sur les questions de défense, questions de sécurité, et peut-être même à terme sur la question économique. Pour le moment, elle prend l'argent de l'Union européenne et elle se crée sa propre structure. Donc à terme, ça deviendra certainement une structure concurrente à l'Union européenne. Voilà, l'Italie se tourne vers la Pologne, qui elle-même est, à mon sens, plus ou moins liée et en partenariat avec les États-Unis. Et ces deux puissances se sont déclarées hostiles au projet de l'Union européenne supranationale, projet qui a été réaffirmé ces derniers jours, dans le même temps, par Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Car, ce qu'on disait tout à l'heure, une fois qu'il a signé le traité de Barcelone, il est allé rencontrer Olaf Scholz et ensemble, la France et l'Allemagne ont réaffirmé la relance du projet européen et plus précisément de la souveraineté européenne. Dans le même temps, vous l'avez vu ces derniers jours, l'Allemagne a envoyé des chars Léopard en Ukraine. L'Allemagne s'est proposée en tant que puissance de développement d'usines de munitions pour l'OTAN. Il y a eu un changement de ministre de la Défense, Tony Truant, en Allemagne ces derniers jours. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne a accusé le coup du sabotage des Nord Stream. Elle n'a pas gémi, elle n'a pas dit c'est une catastrophe. En fait, finalement, elle a gardé le silence.
Mais là, en coulisses, ça s'accélère et il faut guetter absolument ces prochains mouvements. Ce qui tend donc à confirmer mon hypothèse, l'hypothèse selon laquelle Macron a peut-être négocié avec Olaf Scholz, est en train d'essayer de tenter de séduire, parce que Macron c'est le grand séducteur, l'Allemagne c'est la femme courtisée de l'Europe, et Emmanuel Macron est peut-être en train de séduire, de convaincre l'Allemagne de la rejoindre au niveau énergétique et au niveau sécuritaire. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est à surveiller. Donc tout ça, je vous dis, c'est dans la même séquence. La réforme des retraites, le traité de Barcelone, la rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Ce sont les derniers mouvements chauds qui me semblent intéressants à surveiller. L'Allemagne, donc je le redis, est dans une situation difficile, mais elle a non seulement déjà elle a la sagesse de ne rien laisser transparaître, et néanmoins, elle ne s'est pas totalement placée. Là, elle a fait un pas vers effectivement l'Union européenne davosienne, macronienne, tout ça. Mais dans le même temps, on sait qu'elle continue et qu'elle a développé des échanges avec la Chine. Elle s'est rapprochée on avait vu il y a un mois ou deux, on avait vu le rapprochement d'Olaf Scholz avec Xi Jinping. Elle entretient des relations cordiales avec la Pologne, qui à mon sens sont un peu l'agent des États-Unis en Europe. Et donc là, elle fait un pas vers cette Union européenne davosienne otanesque. En fait, l'Allemagne n'est toujours pas placée. Et donc, je l'expliquais dans mes précédentes conférences, l'Allemagne, c'est le pivot, c'est le mouvement qu'il faut surveiller pour comprendre ce qui va se jouer, et c'est peut-être la clé de ce qui va se jouer en Europe dans les prochains mois. C'est l'enjeu. L'enjeu du moment, c'est que va faire l'Allemagne. Voilà. On pourrait continuer à développer autour de l'Europe, par exemple autour des questions des tensions en Serbie en ce moment, ou sur les dernières déclarations de Viktor Orban, qui, je vais le citer parce que ça me fait rigoler, a déclaré récemment que le marécage devait être asséché. Donc il reprend complètement la rhétorique QAnon, qui laisserait à penser que voilà, les réseaux américains peut-être, ou en tout cas c'était un clin d'œil, mais il y a quand même des grosses tensions, parce qu'il parlait de l'Union européenne quand il disait le marécage doit être asséché. Donc il y a quand même des grosses tensions en Europe en ce moment. Mais moi je voudrais plutôt, parce que j'ai déjà développé tout ça, je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur un point dont on parle assez peu, voilà, pour changer un peu, puisque je pense que c'est important, c'est le rôle joué par l'Afrique dans le conflit actuel, conflit au sens large. Alors ça va peut-être vous surprendre, vous demander pourquoi il nous parle de l'Afrique, on est en plein dans l'Union européenne, l'OTAN, la Russie. Il y a plusieurs choses qui me semblent très importantes aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir qu'il y a un transfert d'armes massif de l'Europe vers l'Afrique via l'Ukraine en ce moment. Via l'Ukraine et via les Balkans. Plus précisément, les armes envoyées par les puissances européennes en Ukraine, soi-disant, sont finalement stockées dans les Balkans, principalement au Kosovo et en Albanie. Et à partir de là, elles sont massivement, difficile de quantifier, mais elles seraient massivement acheminées vers l'Afrique. Donc il y a tout ce jeu de dupes autour des livraisons d'armes et des intérêts réels. Je rappelle que le traité du Quirinal, dont je vous parle depuis tout à l'heure, entre la France et l'Italie, prévoyait l'envoi donc de contingents italiens aux côtés des forces françaises en Afrique, au prétexte bien sûr bidon de la lutte contre le terrorisme, la sauvegarde de la démocratie, blablabla. Évidemment, le but c'était de garder la main sur les matières premières, sur les flux migratoires et sur des territoires, sur les territoires africains. Sauf qu'il était question de le faire évidemment pour le compte de Davos, mais donc c'est un échec relatif, donc significatif. Et surtout, il se passe quelque chose en Afrique en ce moment, vous l'avez remarqué, c'est que les Africains ont perdu confiance dans les Occidentaux. Et ça, c'est très prégnant en ce moment au Mali et au Burkina Faso, puisque les forces françaises se font dégager, remplacer par les forces de Wagner, par les forces intermédiaires russes, on va dire. Et il y a tout ce chamboulement qui se met en place, qui me laisse penser qu'il ne va pas falloir éluder l'Afrique de la carte dans les prochains mois. Ah oui, alors le problème, c'est que les Africains ont perdu confiance dans les Occidentaux parce que les Occidentaux, et donc les Français, sont des pompiers pyromanes en Afrique. Ce qui est reproché aux Occidentaux,
c'est notamment d'avoir organisé les réseaux terroristes djihadistes qu'ils prétendent combattre. Et en fait, c'est vrai, les forces françaises, au Mali notamment, combattent les forces djihadistes. Mais lorsqu'on comprend bien la politique internationale, c'est en partie depuis la déstabilisation otanesque et donc française de la Libye que ces réseaux djihadistes se sont développés, ont fondu sur l'Afrique noire. Et évidemment, il y a ce double jeu, puisque les réseaux djihadistes sont formés, organisés aussi par les services otanesques, les services français. Donc les Africains ont raison de voir la puissance occidentale comme une puissance dans laquelle on ne peut pas avoir confiance, même si la présence française n'est pas inutile d'un certain point de vue. Les puissances occidentales peuvent avoir leur place là-bas pour tout un tas de raisons, mais les Africains perdent confiance et, comme vous le savez, donc Wagner est sur place, mais il y a aussi les Chinois qui sont là en termes de puissance économique. Donc là, on a tout un maelstrom qui laisse à penser qu'il va se passer pas mal de choses en Afrique, certainement, dans les mois qui viennent. Donc j'ai mis l'hypothèse qu'on pourrait avoir une guerre chaude en Afrique entre les forces otanesques davosiennes, armées par les armes européennes, donc qu'ils envoient en Ukraine et qui finalement se retrouvent en Afrique, et de l'autre, la Russie par l'intermédiaire de Wagner. Et tout ça se fera. Il y aura peut-être potentiellement une guerre chaude en Afrique entre ces réseaux, et ça se fera au nom de la lutte contre Daesh. Parce que ça sera ça. La lutte contre Daesh, je ne l'invente pas, ça a déjà été évoqué par le département d'État américain, de l'État profond américain, par la voix de Victoria Nuland, en 2022, je crois, l'année dernière. Donc, en fait, si vous voulez, c'est dans les cartons, quoi. D'où le rôle des armes européennes. Et d'où le rôle de l'Espagne et du rapprochement entre la France et l'Espagne, parce que l'Espagne, effectivement, c'est le débouché sur le Maghreb, la Méditerranée, même si avec l'Italie, on avait un débouché sur la Libye. Il y a des liens historiques entre l'Italie et la Libye. Donc, en plus, la Libye détient pas mal de gaz et de pétrole, donc voilà, c'était intéressant pour ça. C'est aussi pour ça qu'on a vu Macron, je crois que c'était l'année dernière, tenter de se réconcilier avec l'Algérie. En toile de fond, il y avait toutes ces questions. Et la réconciliation avec l'Algérie a foiré, mais en termes diplomatiques, la réconciliation avec l'Algérie a foiré, soi-disant parce que la colonisation, machin mon cul, mais en fait c'est de la rhétorique, c'est principalement de la rhétorique diplomatique. En fait ça a foiré parce qu'il y a tout l'enjeu africain que je viens de vous exposer, qui fait que l'Algérie n'avait pas envie de s'affilier avec une puissance déstabilisante comme la France. Tout ça pour vous dire que l'une de mes hypothèses est que l'affrontement Davos-Russie risque d'avoir lieu physiquement en Afrique. Et il est possible qu'il soit, et ça c'est l'une de mes hypothèses, il est possible qu'il soit relativement court-circuité par les réseaux américains trumpiens en Europe à partir de la Pologne. Ce qui n'exclut pas une hypothèse que j'ai déjà développée ailleurs, c'est-à-dire la prise des pays baltes par la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça peut bouger, mais à l'heure actuelle, je ne tablerai pas forcément sur un affrontement chaud en Europe, quoi. Je pense que ça sera canalisé par les États-Unis en Pologne. Parce que fondamentalement, les Américains, trumpiens, les réseaux de puissance traditionnelle américaine ne veulent pas affronter les Russes. Ils optent, malgré les apparences, je dis bien malgré les apparences, pour une stratégie de contrainte par les alliances. Et en fait, les réseaux trumpiens, depuis des années, négocient avec toutes les grandes puissances, les moyennes puissances, et tentent de les contraindre à leurs avantages dans le grand jeu géopolitique, sans forcément rentrer en confrontation directe. Et donc ça sera contraindre, leur objectif est de contraindre les Russes en termes géopolitiques et contraindre l'Union européenne en termes économiques. Et quand je dis l'Union européenne, c'est malheureusement ce qu'il en reste, ou ce qui va en rester dans la perspective que j'ai décrite, c'est-à-dire celle dans laquelle nous sommes enferrés, c'est-à-dire effectivement, je ne sais même plus ce qu'on pourrait considérer comme l'Union européenne. Moi je dis que c'est une sorte de néo-Union latine qui tend à réussir à s'agripper à l'Allemagne. Donc ça sera quelque chose à suivre. Puisque finalement, dans les faits, les Européens dans ce conflit, dans ce qui est en train de se jouer actuellement,
ne font que s'endetter. Finalement, ils s'endettent avec la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est totalement opaque. C'est-à-dire qu'il y a des emprunts massifs, mais on ne sait pas auprès de qui. Donc les Européens s'endettent. Et la guerre, finalement, à l'heure actuelle, pour les Européens, ne semble être que le narratif parfait pour faire accepter la récession économique. Récession économique qui a des causes évidemment beaucoup plus ancrées, marquées, qui tiennent à la politique économique, monétaire, bancaire, qui, entre guillemets, nous opprime depuis des années. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je ne vais pas jouer au devin. J'ai déjà proposé des scénarios, comme on dit, au pluriel, dans mes précédentes conférences, pour ceux qui veulent regarder la conférence de Marseille. Et je vous indique simplement, je prétends simplement vous indiquer où regarder dans les prochains mois et ne pas se tromper d'ennemi et avoir au moins en tête ce que j'ai exprimé en termes de grille des lectures. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai fait.